quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Après avoir passé 14 ans dans l'établissement, a fini par s'habituer à la vie aquatique. Et la fibre Internet, quoi, comme on dit. Oh yeah. Donc ça, des besoins sociaux. Pour que on ne dise pas que depuis 63, Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David et Flagio. You already know. Nyawé Zonvin. La diaspora, les grands professeurs en sciences politiques, etc., sont en train de débattre sur la situation sociopolitique de notre pays. Alors, ils ont parlé de tout. Oui, surtout les élections et comment les choses se déroulent dans la 5e République, si je veux dire. Et c'est très intéressant en fait. Je vous laisse suivre, mais abonnez-vous. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Alors, on est tous ensemble. Le gouvernement togolais, à travers un communiqué, nous a fait savoir donc que la nouvelle constitution sera publiée dans le journal officiel. Alors, la nouvelle constitution promulguée a-t-elle peut-être agi sur le scrutin? Première question pour M. Thierry Lawson. Est-ce que la promulgation a agi sur le scrutin? Il me semble que si on ne peut pas établir, je dirais, un effet de cause à effet, une causalité entre cette promulgation et les résultats de cette constitution. Toujours est-il que, au niveau de Faure Gnassingbé, ça fait partie du plan, n'est-ce pas? S'assurer que les élections législatives, qu'ils puissent mettre la main sur 108 députés sur les 113 pour lui permettre de pouvoir acter la constitution qu'il s'est fabriquée en réalité. Vous voyez, et donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais fondamentalement, Monsieur Moïse, j'ai le sentiment que Faure Gnassingbé, qui est un chef d'État, et ceux qui l'entourent n'ont pas la notion de l'État. Ils n'ont pas la notion de l'historicité d'un État. Vous voyez, un État, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse les hommes et qui, fondamentalement, est bâti sur des principes et des valeurs. Ces principes et ces valeurs prennent de la hauteur et s'inscrivent dans la dynamique historique. Alors, pour comprendre l'idée que j'avance, il faut tout simplement convoquer l'histoire du Togo. Après l'assassinat du président Sylvanus Olympio, l'avènement de Eyadema dans les conditions que nous savons, qu'est-ce que Eyadema a osé faire en ce qui concerne à toucher aux emblèmes fondamentaux du Togo? Il a interdit l'hymne national, il l'a remplacé par écartant tout mauvais esprit. Donc l'hymne national que nous chantons aujourd'hui a été aboli. La devise du Togo a été abolie. Et le 27 avril, qui est donc la date sacrée de l'indépendance du Togo, aussi a été aboli, remplacé par le 13 janvier. Il a fait en utilisant donc la terreur et tout le système qui était à sa disposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? De son vivant, Eyadema a dû encore ramener le 27 avril, par la volonté du peuple, réinstaurer l'hymne national et la devise du Togo. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a eu des Togolais, des étudiants togolais qui, par leur courage et leur détermination, par la rupture, la révolte, ce que nous appelons la pensée rebelle, ont chanté dans la cour de justice, entonné cet hymne national qui a fait trembler le régime de Eyadema. Alors, si je convoque cela, c'est pour dire, en tout cas, à ceux qui manipulent aujourd'hui ou qui ont l'intention de manipuler les emblèmes du Togo, que l'histoire va agir comme un boomerang et la Constitution de 1992, qui a été votée par 98,11%
des Togolais promulguée par Yadema, donc l'ensemble des populations togolaises, eh bien, cette constitution va revenir. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils jouent avec les emblèmes et ça ne va pas faire long feu. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'ils aient le sens de l'histoire, le sens de la constitutionnalité d'un État, de ses lois, mais aussi de la volonté d'un peuple. Cette volonté, le peuple peut ne pas réagir aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. Ce peuple-là a le pouvoir fondamentalement et va réinstaurer ce qu'on semble lui arracher aujourd'hui. Alors, s'ils ont ce sens de l'État et de l'histoire, je pense qu'ils ne feraient pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors, est-ce qu'il y a une causalité, en effet, une corrélation entre la promulgation et les élections législatives? De mon point de vue, bien évidemment, mais c'est pas ça qui a déterminé le peuple togolais à ne pas participer à ces élections, en tout cas dans leur majorité. C'est Faure Gnassingbé qui joue son jeu dangereux et qui croit qu'il va s'en tirer, mais il se trompe, il est en train plutôt de créer les conditions de sa chute, de la chute de son gouvernement. Le peuple togolais va se révolter, va aller vers la rupture, va remettre les pendules à l'heure, et comme le disent les Ivoiriens, Faure Gnassingbé va aller l'heure. Et tous ceux qui l'entourent et qui sont en train de commettre ce coup d'État constitutionnel, qui, il faut le rappeler, est un crime imprescriptible et qui est puni par la loi. L'article 150 de la Constitution de 92 est très clair là-dessus. Alors, après la validation de la Cour suprême pour les régionales et de la Cour constitutionnelle pour les législatives, que doit faire chaque politique, Dr Albert Katé? Oui, à ce point, tout est consommé. Il va falloir dissiper soit la défaite ou bien capitaliser sur la victoire et faire avancer sa politique, le programme de gouvernement du parti qui gagne. C'est un peu ça. Hein. Ça, c'est technique. Donc, je pense que là, les recours prendront fin, sauf s'il y a encore quelque chose, mais je ne pense pas à ce point-là. Donc, c'est pour revenir sur la constitution, le projet de constitution du chef de l'État qui est sur la table, aussi pertinent que soit le sujet, je pense que tout le peuple togolais a été témoin d'un peu de l'historique de ce projet. Et il est clair que ce n'est pas aussi que c'est présenté par les politiques qui est la réalité des choses. Et nous devons essayer maintenant de questionner tous ceux qui en savent quelque chose pour voir est-ce qu'il y a encore la chance d'inclure ou bien d'améliorer ce qui est en train d'être fait, puisque des noms des opposants, des grands juristes ont été cités dans ce dossier et des opposants qui ont aussi intérêt dans ce projet-là. Donc cela complique un peu la situation que de présenter cela seulement comme un projet de chef de l'État. Sinon, ça risque d'avancer et les gens seront surpris d'un lendemain de la chose. Et ça se passe déjà en fait. Ça se passe déjà. Donc, le projet, en fait, de la Constitution du président, bon, est-ce qu'il n'y a pas eu, lorsqu'il y a cette relecture, c'était une chance que la classe politique devait saisir à l'appel du clergé et à l'arrêt qu'a donné le chef de l'État pour la relecture, pour voir si rapidement, en dehors des consultations qu'il y a eu avec les chefs traditionnels, qu'est-ce que les politiques devaient décrocher. Bien qu'il y ait eu des communications sur cela, on a l'impression que la méthode n'a pas été effective. Peut-être il y avait d'autres options que de criailler sur les micros
il y avait d'autres options qui auraient pu donner un élargissement de la discussion vers la classe politique, mais c'est la méthode. Je pense que le choix de la communication, le choix de la méthode n'a pas été bien. Que c'est comme si on pense on va juste sortir des communications, des communiqués, et puis le chef de l'État va avancer. Souvent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Mais peut-être s'il y avait une diplomatie et une concertation entre la classe politique, surtout de l'opposition, la société civile et le clergé, vers le chef de l'État, ensemble, ça pouvait donner. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives du clergé pour voir le chef de l'État, mais là aussi, bon, on a l'impression que ça n'a pas été très effectif. Je ne sais pas ce que les diplomates ont fait dans cela, mais nous, les Togolais, nous devons vraiment réussir. On n'arrive pas à bien s'asseoir pour discuter et on a du pain sur la planche. Mais sachant quand même que nous sommes tous des citoyens et le Togo nous appartient tous et le débat continue toujours, les innovations continuent toujours et c'est pour cela que nous disons que si nous demeurons dans l'animosité, on n'ira que de complication en complication parce qu'un chef de l'État aussi a des projets pour bâtir des choses. Mais si ces opposants s'inscrivent juste à l'attaquer et le détruire dans ce qu'il fait, eh bien parfois ça complique la contribution de l'opposition qui peut être utile peut-être pour l'intérêt du peuple parce que finalement c'est l'animosité qui prend le dessus des choses. Donc je prie vraiment que nous continuions de tenter de nous tendre la main et que pour le moment c'est des tests, nous demeurons une nation unie. Et s'il faut continuer le dialogue et les discussions, les constitutions peuvent être revues à tout moment. Si ça ne marche pas, si ça peut marcher, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, ça doit prédominer sur nos actions. Pour ajouter à ce que M. Thier a dit. Alors, le peuple se soucie plus maintenant donc de son pain. Le constat est clair. Comment ces élections peuvent-elles agir? Puisqu'on en avait parlé, peuvent-elles agir sur le bien-être du peuple? Monsieur Tchihelo Lawson Yamassadi. Est-ce que ces élections peuvent avoir une incidence sur le bien-être du peuple? Nous avons déjà évoqué les cas de mauvaise gestion, de gouvernance, où on ne rend pas compte au peuple. L'exemple le plus patent, c'est la Cour des comptes, qui est une institution de l'État, qui a établi que les 400 milliards de Covid ont été dilapidés et que ce gouvernement a été incapable, n'est-ce pas, d'apporter la preuve de cette gestion rigoureuse de ces fonds affectés. Alors que c'est une dette, une partie a été un don, mais l'autre partie, ces milliards-là, c'est des dettes pour le peuple togolais et donc pour les générations futures à payer. Alors quand 8 milliards se retrouvent dans la maison d'un ministre et il affirme avoir acheté des sacs de riz avec ça et que le chef de l'État est incapable de lui demander des comptes, quand on nous dit que ces fonds sont utilisés pour tuer des cafards, et ça c'est Kokoroko qui le dit à l'université, quand on nous dit, Aïwada nous dit qu'il a utilisé ces fonds pour bâtir un parking, alors que les Togolais meurent de faim, quand le ministre de la Santé nous dit qu'il a utilisé ses fonds pour mettre des caméras thermiques alors que ces caméras ne fonctionnent pas, les plateaux techniques au niveau du système de santé n'existent pas, ou encore quand on nous dit que ces fonds ont été utilisés pour nourrir les prisonniers et qu'on a acheté de l'huile et des haricots alors que ces prisonniers meurent de faim, voyez? Et donc tout ça montre que nous avons un gouvernement bouffon, ubuesque, qui marche sur la tête, visiblement. Et quand on nous dit aujourd'hui, avec ces élections frauduleuses, le RPT s'accapare de 108 députés pour assurer que Faure reste au pouvoir ad vitam, il ne faut pas attendre que quelque chose va changer pour la vie des Togolais. Les Togolais doivent le comprendre, se mobiliser et se révolter, s'indigner et, comme le font d'autres peuples, affirmer leur volonté de changer ce gouvernement tout simplement. Et c'est ça que nous appelons la révolution, que Pyramide prône et qui appelle la révolution. Il faut aller vers cette révolte, ce tsunami
n'est-ce pas, cette révolte populaire qui chasse les tenants de ce régime, pour qu'enfin, appuyé par l'armée, de façon à ce qu'il n'y ait pas de massacre de population, pour qu'on crée les cadres nécessaires pour que les prochains gestionnaires du Togo puissent rendre compte de leur gestion et que on puisse le voir, le sentir à travers le bien-être de la population togolaise. Continuez pas à endetter les Togolais. Continuez pas à les maintenir dans la souffrance. Transformer le Togo en une propriété privée ou des péages à chaque coin de rue. On ne peut même pas quitter de Lomé à Tchévier. Il faut passer plusieurs péages, de Lomé à Néron, plusieurs péages, etc. Et jusqu'à imposer des péages aux motos. Eh bien, dans ces conditions-là, vous comprenez que on ne peut rien s'attendre de cette nouvelle de ces 108 députés qui chantent à l'unisson, qui agissent aussi un peu comme des moutons de Panurge, où il n'y a aucun parmi eux qui remet en cause ou qui questionne, n'est-ce pas, la politique gouvernementale, alors que le rôle des députés, c'est de contrôler l'action du gouvernement et de faire des lois. Ils réagissent un peu comme des moutons de Panurge. Il suffit seulement qu'on leur dise des choses et puis ils viennent répéter comme des perroquets sans réfléchir par eux-mêmes, tout simplement parce que c'est des gens qui ne veulent pas utiliser leur cerveau. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors moi, je n'attends rien de ce changement. Il faut un changement radical au Togo pour donner les chances, n'est-ce pas, d'espérer au peuple togolais. Si on regarde tout rapidement ce changement constitutionnel, c'est-à-dire, ça me fait penser à la citation de Amadou Hampâté-Bâ. Comme le pouvoir, c'est l'alcool. Au premier verre, on est doux comme un agneau. Au deuxième verre, on devient fort comme un lion. Au troisième verre, on devient un cochon. On ne peut faire que des cochonneries. Toute la gouvernance du Togo, quand vous la scrutez, ben c'est que de la cochonnerie. Et quand, par exemple, le docteur Katé dit que la société civile n'est pas associée, ça m'amène à penser s'il est au courant de tout l'effort, par exemple, de Togo Debout, avec le professeur, le professeur qui est le coordinateur, le premier responsable de Togo Debout, si tout le travail que fait la société civile, le professeur David, tout le travail qui se fait, s'il en est conscient, la société civile a souhaité participer à ces élections, on lui a pas permis. Voyez, et donc faire tout simplement des latrines. Ce gouvernement refuse, n'est-ce pas, le peuple togolais, les gens n'ont pas de latrines. La société civile, le professeur Dossé et son équipe veut faire des latrines gratuitement à cette population, eh bien, le gouvernement togolais refuse. Voilà. Et donc, quand on me dit que la société civile n'est pas associée, il me semble que j'ai tout lieu de penser ou de mettre des doutes sur cette posture. Maintenant, Moïse, je vais quand même évoquer quelques incongruités pour justifier mes propos. D'abord, pour arriver aujourd'hui, aucun Togolais n'a le texte de la nouvelle constitution que des députés semblent avoir voté. Personne. On n'a que des bribes de ce texte-là. Ce n'est pas normal. Je viens de le dire, M. Thierry Lawson, ce sera publié dans le journal officiel. Mais comment vous permettez une constitution qui encadre qui change, non seulement qui encadre le vivre ensemble, qui change fondamentalement, n'est-ce pas, le régime, les Togolais qui sont les premiers responsables ne sont pas au courant. Et c'est après qu'on va le publier. Premier élément. Deuxième élément, donc c'est une constitution fantoche. Deuxième élément, ceux qui l'ont fait, ces députés-là, leur mandat était expiré. Et donc, ils ne sont pas légitimement en droit de pouvoir faire cette constitution. Pourtant, ils l'ont fait. L'article 52, qui leur permet de rester en fonction et d'évacuer les affaires courantes, ne leur donne nullement le droit de toucher à la constitution togolaise. On le fait 10 jours avant les élections. Vous savez, Monsieur Moïse, c'est la première fois dans l'histoire du monde, parce que je suis allé faire des recherches, pour voir s'il y a eu ce cas de figure dans le passé. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un État où on va à une élection avec une constitution, vous voyez, sous une constitution, et on est élu, et on doit pouvoir gouverner après sous une autre constitution. C'est seulement au Togo. Le Togo est toujours, de ce point de vue, c'est quand même extraordinaire.
on est un pays atypique. On a toujours inventé les choses les plus saugrenues que l'histoire de l'humanité ait connues. Et donc, on vous élit, vous allez à des élections sur la base d'une constitution, la constitution de 92, et après on va vous dire que non, entre-temps, le chef de l'État a promulgué une nouvelle constitution et c'est ça qui va vous régenter. Est-ce que vous comprenez là la logique de ça? C'est au Togo. J'ai une question exclusive pour vous concernant ce cas d'espèce. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, docteur Albert Katé, aucun membre de la diaspora n'a gagné de siège pour ces élections. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché? Ce sont des élections qui ont vu une campagne un peu froide de gauche et puis un peu chaude de droite. Donc, le rapport de force n'était pas le même sur le terrain pour la plupart des cas. Donc, je ne sais pas où ont positionné nos compatriotes de la diaspora. Mais toujours est-il que si vous voyez sur la liste les adversaires de UNIR auxquels ils ont affaire, c'est des candidats costauds qui ont eu le privilège d'avoir un cortège de campagne et des stratégies de communication vraiment étoffées pendant de longues périodes. Mais à fin de compte, c'est pas facile lorsque vous avez des gens qui sont au pouvoir, qui ont beaucoup d'éléments, beaucoup d'arguments de campagne dans leur calepin, et c'est pas facile de les rivaliser, puisque être de la diaspora ne veut pas dire que vous avez fait des choses pour la population et cette population peut subitement vous choisir par rapport à ceux qui sont sur le terrain et font des travaux dans leur vie. C'est ça le problème. C'est pas parce qu'on est de la diaspora, le badge, le passeport est étranger ou bien c'est pas ça qui donne le vote. Donc c'est comment résoudre les problèmes du citoyen qui agit sur son choix. Donc le rapport de force n'est pas le même. Il y en a sur l'idée de la constitution dont parle Monsieur Tché. Je pense qu'il faut toujours se dire que c'est une affaire de aucune constitution, que ce soit celle de 92 ou celle qui a été promulguée, et aucune juste des militants d'un parti. Et lorsque nous utilisons le mot peuple, souvent, parfois, c'est comme si on se réfère à une partie de la population. Vous voyez, donc, et ça n'avance pas le débat parce que c'est une affaire toujours de consensus. C'est un peu complexe, les histoires de constitution. C'est pour ça ça ne finit jamais. Et depuis 92, on est encore là-dessus jusqu'alors. Et c'est ça qui démarre encore une nouvelle discussion avec le nouveau projet. Donc, cela demande qu'il y ait vraiment la paix entre les citoyens pour que le dialogue et les innovations qu'il y ait lieu puissent faire avancer la nation. Donc, personne ne doit s'accaparer le non-peuple à lui seul ou à ses propres militants à eux seuls. Donc, ni unir, ni l'opposition. Personne. Donc, c'est la nation tout entière. Monsieur, tu parles de Togo debout, dans le leader, le professeur Dossé. Oui, bien avant, donc, docteur Katé, bien avant de parler du professeur Dossé, on va recevoir très rapidement un téléspectateur. Téléspectateur, bonjour, bonsoir, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Moi, c'est Paul Abouti. Allez-y, monsieur Paul Abouti, pour votre question. Oui, monsieur Katé disait que les candidats de la diaspora n'ont pas fait la campagne comme l'UNI l'aurait fait, c'est pourquoi ils n'ont pas eu de siège. Je me pose la question, est-ce que si avoir des sièges, ça dépend seulement de la campagne? Pourquoi? UNI fait qu'ils ont bien fait la campagne, ils ont circulé dans tout le pays, mais pourquoi ils ont eu besoin de bourrer les urnes avant de gagner les élections? Parce que
que quand les gens parlent, ils ne touchent pas le vrai problème. Moi, si les gens de la diaspora n'ont pas gagné les sièges, bon, ça se passe, bon, c'est un jeu, quand tu vas, tu peux perdre, tu peux gagner. Mais quand le jeu n'a pas été équitable, quand on bourre les urnes, c'est de ça qu'on doit parler parce que nous sommes en train de perdre l'éthique et la morale dans ce pays. Les responsables d'État qui cautionnent les fraudes, c'est de ça qu'on doit parler. On ne doit pas parler de l'échec parce que dans tous les cas, on va à un jeu, on peut perdre, on peut gagner. Mais ce qui n'a pas marché dans cette élection, c'est les fraudes, c'est les irrégularités, on doit parler de ça. Donc, moi, ma question pour lui, est-ce que dans conscience et âme, dans la réalité, est-ce que c'est Plénier a gagné les sièges parce qu'ils ont bien fait la campagne ou bien c'est parce qu'ils ont bourré les urnes? On a saisi votre question, il va vous répondre dans un instant, ok? Merci de nous avoir appelés. Docteur Albert Katé, on vient de recevoir également, je sais, il y avait un autre téléspectateur aussi de Nebraska qui nous appelait. Bonjour, bonsoir. Allô? Oui, vous êtes en direct sur Afro TV dans l'émission Avis de la Diaspora. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, mon nom c'est Komla Kanlé. Monsieur Komla Kanlé, allez-y pour votre question. Oui, je vais juste poser une question. Oui, allez-y. Pour le même vote, organisé pour les mêmes élections, les législatives et les régionales, comment interpréter pour les législatives, on a 4% de députés pour l'opposition et au régional, on a 23%. Comment expliquer cette différence-là? Parce que pour moi, j'ai l'impression que les résultats ont été fabriqués, manipulés. Merci. C'est votre avis. C'est bon? C'est bon pour la question? Oui. Ok, merci. Je pense que le docteur les invités vont vous répondre dans un instant. On a aussi un autre téléspectateur qu'on va recevoir juste après. Je pense qu'il est parti, il va revenir. Alors pour l'heure, docteur Albert Katé répondait à ces questions de nos auditeurs. On va aller avec rapidement le dernier. Auditeur, bonsoir, vous êtes sur Afro TV. Allez-y. Allô? Oui, vous êtes en c'est direct. toujours Philippe. Hein. Oui. J'aimerais bien interpeller Dr Katé parce que par rapport à la nouvelle constitution, il a à plusieurs reprises, hein, c'est peut-être un lapsus, il parle de projet. On n'est plus au stade de projet. Hein. Je crois que votre question était claire. La nouvelle république, en tout cas la 5e, a été promulguée. Dr Katé. Et je l'ai entendu également dire que l'opposition, ou en tout cas la société civile, n'aurait pas dû emprunter, aurait pu emprunter d'autres solutions pour voir s'il y a encore moyen d'arranger les choses. J'aimerais demander à Dr Katé s'il sait que les 4 premières républiques qu'a connues son pays, le Togo, ont été promulguées à la suite de référendums. C'est la première question. Oui ou non? Deuxièmement, est-ce que Dr Katé se rappelle que l'Église catholique, dans un courrier, avec toutes les précautions oratoires qu'on aurait pu prendre, envisager, donc avec toute la diplomatie qu'il convoquait, a écrit au chef de l'État demandant de le rencontrer parce que ça en allait de l'intérêt de la cohésion nationale. Est-ce qu'il est au courant de ces deux choses? À partir du moment où il est au courant, j'aimerais maintenant l'entendre me dire, pour ces cas pratiques, parce qu'il disait dans sa conclusion sur le sujet des élections que nous sommes assis sur les acquis de la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire de la constitution de 92.
Là, c'est l'acquis de 92 vient d'être sacrifié ou bien vient d'être saboté. Que devrons-nous faire, docteur Katé? Que devrons-nous faire? Merci. Et je rappelle comme dernière question, parce que je dois lui poser cette question-là. Est-ce que, pour pouvoir négocier, docteur Katé, vous avez signé des contrats, je présume, lorsque vous devrez co-contracter avec quelqu'un, est-ce que la moindre des choses ne serait pas que vous ayez également connaissance de ce contrat-là, des termes du contrat? Docteur Katé, savez-vous que dans le pays dont vous êtes originaire, ce contrat, c'est-à-dire ce contrat de société qui est la Constitution, n'a jamais fait l'objet de parution ou de diffusion avant sa promulgation le 6. Docteur Katé, s'il vous plaît, nous sommes dans un pays où on ne peut plus anormal. Je vous ai interpellé sur 3 questions. J'aimerais vous entendre répondre en toute franchise et honnêteté, s'il vous plaît. Merci. Merci de nous avoir appelés. Alors, docteur Katé, merci de répondre à ces questions de nos téléspectateurs. Allez-y. Merci. Très honoré de l'intervention de tous ces compatriotes. Le premier qui disait que est-ce que la diaspora a gagné, et que moi je dis que si c'est à cause de si UNIR a fait des bourrages et c'est ça qui a fait que la diaspora n'a pas gagné. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais ce que moi j'avais dit, je disais, je ne sais pas où ces gens se sont positionnés, mais mon observation est que le combat qu'ils ont eu devant eux, les adversaires qu'ils ont eu devant eux, pour les circonscriptions, ceux qui ont eu à compétir dans des zones où il y a des candidats unis, ils ont quand même en face d'eux, tu es de la diaspora, oui, tu es candidat, oui, mais sur ce lot-là, tu as des candidats très costauds avec qui tu vas compétir. D'accord? Donc, je ne rentre pas dans aucun contexte de bourrage, pas bourrage, c'est pas de ça moi je parle. Je parle de, tu es candidat, tu as affaire à qui? Même si tu es un parti politique de l'opposition qui est influent comme l'ANC, tu as du travail devant toi. Donc, je me suis dit, j'ai seulement pris UNI, puisque c'est UNI qui a gagné la majorité des sièges, qui est officiellement le vainqueur des élections, et nous sommes au courant dans tous les médias de leurs moyens de campagne, comment ils ont fait campagne par rapport aux autres. Et moi, je dis que ceux qui sont dans des circonscriptions où ils ont eu des gros adversaires comme ça n'aurait pas été facile pour eux. C'est une réalité. Donc, que être de la diaspora, ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait des efforts. Tu as fait des efforts, mais tu as du pain sur la planche. Donc, pour ceux-là, bon, même les opposants se sont dit, ils ont avoué que les moyens de leurs adversaires de unir n'ont pas été comparables à leurs moyens. Donc, c'est pas la diaspora qui va dire que lui, il est plus à l'aise et c'est l'opposant togolais qui ne l'a pas, puisque les opposants l'ont dit. Donc, je ne rapporte que ce que les autres aussi ont dit. En fait, ça, c'est pour lui, là. Mais donc, l'histoire de bourrage, je ne suis pas rentré dans ça. Maintenant, pour Monsieur Kalin, que 24% pour les régionales, mais pas pour les législatives. Je pense qu'il y a toujours une disparité entre les contextes d'élection. Et par exemple, au local, de toute façon, les locales se font quand le candidat par rapport à quelqu'un au présidentiel aussi. Donc, même si c'est le même parti, vous êtes sur la même emblème, c'est pas de la même façon. Les résultats ne reflètent pas de la même façon. Même aux États-Unis, c'est pareil. Les présidentiels et les sénatoriales, tout ça, c'est pas la même. C'est parce que tu es président, tu as gagné le vote populaire que, voilà, tu vas prendre aussi la chambre bleue ou bien rouge ou bien républicain ou démocrate. C'est pas là. Sinon, c'est cadeau, c'est automatique. Tu vois, sinon, c'est un peu ça. C'est pas la même chose. C'est exactement quand tu prends le contexte des États-Unis, tu peux gagner le vote populaire, ne pas avoir le reste ou bien ne pas et perdre le Sénat, perdre la maison à tout moment. Donc c'est un peu ça. C'est là où nous allons. Donc pour notre cher ami Monsieur Philippe Amédodi, je pense que j'ai reconnu, comme il vient de le dire, que le prélat, le clergé a certainement fait
des tentatives de diplomatie, je pense, pour tenter de voir le chef de l'État, mais peut-être que la méthode n'a pas été suffisante et effective. Maintenant, que faut-il pour compléter, pour que ça soit effectif ou suffisant? Je n'ai rien pointé du doigt pour donner mon opinion, puisque beaucoup de gens peuvent avoir leurs opinions, mais le résultat montre que ça n'a pas donné. Donc, je pense que c'est juste une observation. Si ça a donné de cette rencontre régulière, qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui n'a pas marché? On n'a pas entendu de leur côté ou du côté de la présidence pourquoi cet entretien n'a pas eu lieu, leur tentative, qu'est-ce qu'ils ont eu fait. Il n'y a pas eu trop de détails sur cette communication, puisque c'est un peu au niveau présidentiel, c'est dans le secret. Donc, mais on ne sait pas. Ce qui est sûr, on n'a pas eu le résultat. Sinon, on a attendu pour voir ce que ça allait donner. Donc, j'ai fait qu'une observation, mais j'ai reconnu qu'ils ont quand même tenté par leur diplomatie. Je ne dis pas que la diplomatie, la communauté internationale s'est impliquée, mais diplomatie, ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, je me suis limité à ce que ils ont communiqué, qu'ils ont tenté de voir le chef de l'État. Mais quelle diplomatie ils ont fait, quel soutien ils ont, c'est quoi qu'ils ont été impliqués, les passerelles, tout ça, je sais pas. Donc, j'ai rien dit sur cela, aucun commentaire de ma part. Maintenant, sa question sur les acquis de la conférence que nous sommes, j'ai dit que nous sommes assis sur les acquis de la conférence, donc il estime que si, je comprends ainsi, que il y a une nouvelle constitution qui est en train d'émerger, ou bien qui est émergé, donc ça veut dire que nous avons sacrifié la conférence, les acquis de la conférence nationale, qui est la constitution de 1992. J'apprécie beaucoup l'émotion dans son intervention sur ce sujet-là. Et j'aurais souhaité le voir, et voir beaucoup de Togolais avoir cette détermination de veiller au respect scrupuleux de la conférence, de la constitution de 1992. Depuis des années. Vous savez, au sortir de la conférence nationale, lorsque nous avions eu à faire passer cette constitution, et nous avions commencé à expérimenter cela avec le temps de Kofigo, mais au côté opposition, combien sommes-nous à prendre des dispositions qui n'ont sacrifié? C'était d'abord l'opposition, ceux qui ont demandé la dissolution du RPT, qui sont l'opposition, c'est eux qui ont occasionné la sortie de l'armée pour faire capoter le gouvernement et le Haut Conseil de la République. Et à la suite, la Constitution de 92 a commencé par avoir des tripatouages. C'est ça, c'est là que ça a commencé. Où était-il? Où étions-nous, les Togolais? Je n'ai pas fini là-bas. Lorsque, après la conférence de Bôle, que ce soit au Bénin comme dans plusieurs pays, il était question de suivre les recommandations des institutions de Bretton Woods pour aider nos pays en voie de développement à revoir leur situation économique pour que nous puissions émerger autrement et résoudre les problèmes les difficultés économiques. Et on nous a imposé la démocratie, le multipartisme. Et nous avions pris cela à bras-le-corps, expliqué à Yadema que nous devons aller aux droits de l'homme et faire évoluer le pays, faire le multipartisme et la démocratie. Le président Yadema a sacrifié beaucoup de son système jusqu'à son pouvoir pour la conférence nationale, l'a rendue souveraine et a collaboré pour que nous puissions tester et essayer cette nouvelle donne, si vraiment ça peut relever le pays, comme les Béninois étaient en train de le faire avec Kérékou. Mais donc, le peuple togolais, qui a tout donné, beaucoup de martyrs dans cela, était derrière et l'opposition et Yadema, pour que vous, qui êtes les politiques, vous puissiez l'aider à sortir de cette misère-là, de cette ornière. C'était une question de famine. On ne pouvait plus. Mais donc, ce n'était pas une affaire de partis politiques. Ce n'est qu'après que les partis politiques ont commencé par se multiplier. Vous voyez. Mais donc, lorsque les partis politiques ont commencé par prendre corps, mais les valeurs ont changé, les objectifs ont changé, c'est les intérêts partisans qui ont pris le dessus. C'est ça qui est resté jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui capote tous aujourd'hui. Et la société civile a même reconnu cela. Beaucoup de cadres de la conférence nationale, dont parle M. Philippe, ont reconnu jusqu'aujourd'hui que
l'émergence des partis politiques a sacrifié l'intérêt de la nation. Jusqu'aujourd'hui, on parle toujours d'intérêts partisans. Nous sommes un parti politique, notre travail c'est d'aller aux élections pour gagner, pour avoir des choses. Ce n'était pas pour le pourquoi la Constitution de 92 a été donnée. Donc nous tous, nous avions sacrifié cette conférence nationale et personne ne disait rien. Nous avons sacrifié ces acquis-là. Vous voyez, donc jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas que le pouvoir seul ou bien Faure Gnassingbé qui soit une constitution. Ce n'est pas à partir de ce jour-là que la Constitution de 92 est sacrifiée. Ce qu'on nous a demandé de faire, c'est de lui apporter une meilleure vie. Le peuple togolais, une meilleure vie, tout comme le Bénin. Sauvez ce pays-là et faites-le ensemble. Donc, automatiquement, le peuple a soutenu qu'on ait la souveraineté, le peuple a soutenu qu'on exige une dissolution du gouvernement de Yadema, qu'on exige aussi une dissolution de son Assemblée nationale, ce qu'il a accepté, et il a accepté que nous formions par nomination le Haut Conseil de la République et que nous formions aussi un gouvernement d'union. Et nous sommes partis pour travailler ensemble pour amener ce peuple à sortir de la misère. Où sommes-nous aujourd'hui? Chacun est parti dans sa direction pour l'intérêt de son parti. C'est en ce temps que la Constitution de 92 a commencé par être sacrifiée. C'est à partir de cela que même les opposants ont voulu tailler cela, même pas seulement contre Yadema, mais contre eux-mêmes, pour que Kofi ne se présente pas aux élections. Vous vous rappelez? Donc c'est là que tout ça a commencé. Donc nous avons fermé les yeux. Jusqu'aujourd'hui, personne n'est plus dans ce schéma de se retourner pour travailler dans le contexte de la confiance, la mission que nous a assignée le peuple togolais pour améliorer sa vie. Nous sommes plus dans le business de l'intérêt de nos partis, chacun presse pour sa chapelle. Donc, chers amis, voilà, ce n'est pas seulement Faure Gnassingbé, ce n'est pas la constitution d'hier là qui est en train de faire ça, parlementaire qui est en train de faire ça. Donc, quand il parle de contracter, encore 10 secondes, docteur Katé. Oui, 2 secondes, oui, c'est sa question. Et il faut avoir connaissance du contrat, mais je pense qu'il fait référence au vote de la nouvelle constitution qu'il fallait que les députés aient cela. C'est vrai, il a raison, beaucoup de gens l'ont soulevé, j'ai vu dans des émissions, ils ont posé la question quand le professeur de C était en face du ministre Bojona et certaines personnes. Ils ont évoqué tout cela, que beaucoup ont souhaité. Moi, je suis journaliste. Nous tous, nous avions souhaité. Des journalistes, il y a des gens qui ont la copie. Ça, il faut le reconnaître, il faut le dire. Ils sont là, ils se sont exprimés sur New World TV, etc. Des gens ont la copie, mais il fallait mettre ça beaucoup plus à la disposition de tout citoyen. Et ça, je le rejoins dans cela. Il n'y a aucun problème à cela. Et je souhaite que les choses aillent mieux. Mais nous disons, s'il n'y avait pas cette animosité, est-ce que nous devons être obligés de faire les choses de cette manière? Donc, c'est pour cela, au-dessus du problème, il faut plutôt retourner à ce que nous n'ayons plus le contexte d'animosité entre nous, Togolais, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Merci, docteur Katé, d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous sommes à la fin de cette émission d'aujourd'hui, même si j'ai encore plus de dizaines de questions à vous poser. L'histoire du Togo continue, continuera par nous aussi vous recevoir dans cette émission. Monsieur Thierry Lawson Nyamassadi, ma dernière question qui vous servira de conclusion aujourd'hui pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Désormais, donc, le chef de l'opposition ou le chef de file de l'opposition sera le professeur Gogué. Et certains se demandent si les opposants ont fait quelque chose pour mériter une telle démobilisation de leurs militants, et dites-le nous, et quelle est votre conclusion? Est-ce que le professeur Gogué serait chef de l'opposition? C'est ça la question? Oui, c'est ça la question. Il me semble que les résultats fabriqués qu'on a imposés au peuple togolais lui donnent 2 députés, et bien évidemment qu'il doit assumer cette responsabilité. Et comme je l'ai dit, faire de l'activisme politique pour utiliser tous les mécanismes parlementaires pour non seulement critiquer les décisions que le parti UNIR va pouvoir imposer au peuple togolais, mais aussi de boycotter les votes et de sortir et communiquer avec le peuple togolais en l'informant de tout ce qu'on fait sur son dos. Vous voyez, et donc de mon point de vue, il doit pouvoir assumer ses responsabilités pour ne pas décevoir tous les électeurs qui ont bravé la fraude, la violence et qui ont pu voter pour eux. Mais alors, je voudrais quand même revenir sur, avant d'aller vers la conclusion, sur un certain nombre d'incongruités et qui rendent caduque cette promulgation.
Vous savez, une constitution prévoit les mécanismes, puisque c'est pas un test statique, c'est un test qui est appelé à évoluer. Donc, prévoit les mécanismes qui peuvent appeler à une révision. Dans le cas de la Constitution de 1992, vous ne verrez aucun article qui prévoit le changement constitutionnel. Il n'y en a pas. Donc, nous sommes dans un cas de coup d'État constitutionnel. Et les dispositifs que prévoit même la révision constitutionnelle ne sont pas respectés. C'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez l'article 59, cet article est clair. Et ça, c'est la modification intervenue en 2019 par le Parlement MPT uni. Et cet article précise bien évidemment que le président de la République est élu au suffrage universel libre, direct et au scrutin secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition, je mets l'emphase là-dessus, cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Du moment où la nouvelle constitution change le mandat présidentiel, automatiquement, cette nouvelle constitution doit être soumise au référendum. Ça n'a pas été le cas. Donc, c'est une violation flagrante même des dispositions constitutionnelles qui prévoient changement et révision constitutionnelle. L'article 144 aussi, il faudrait que les Togolais le sachent. Ça dit précisément que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et il y a la coordination de conjonction, la conjonction de coordination est ici et à un cinquième au moins des députés composant l'Assemblée nationale. Le président de la République nous dit dans son texte qui promulgue la Constitution que l'initiative, c'est seulement les députés, comme s'ils ne savaient rien. Non seulement il ment, le gouvernement togolais est en train de mentir, mais aussi en train de violer la Constitution, puisqu'on dit que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République et à un cinquième des députés. Et donc, ce n'est pas le cas ici. Il faut également dire que dans le texte, on parle de projet et de la proposition de révision. De projet et de la proposition de révision de la Constitution. Alors, dans les seuls cas, en tout cas, je voudrais quand même que ces professeurs de droit qui ont vendu leur âme, n'est-ce pas, au diable, viennent nous prouver que quels sont les cas, les seuls cas au monde où on change fondamentalement de régime ou de constitution. Eh bien, il faut qu'il y ait un événement majeur qui amène à ce qu'on appelle des constituants. C'est-à-dire, on rassemble des représentants du peuple, on crée une assemblée constituante à la suite du choc intérieur ou exogène qui provoque cela pour pouvoir proposer une nouvelle constitution à la suite de laquelle on le soumet au référendum. C'est ça qui s'est passé en 1994. Il y a eu un événement et Yadema a décidé de gouverner le Togo sans constitution jusqu'à 80. Et lorsqu'il a mis en place une constitution, il y a un événement qui a fait en sorte que le peuple s'est soulevé et cet événement a amené à la conférence nationale. Quand Dr dit que Yadema a accepté la souveraineté, c'est des contes vérités. C'est le peuple qui a imposé à Yadema la souveraineté de la conférence nationale. Alors cette conférence nationale a créé une assemblée constituante qui a élaboré une constitution et cette constitution a été soumise au référendum. Quel est l'événement? Quel est l'événement qui provoque un changement constitutionnel, complètement un changement de régime au Togo? Aucun. Les dispositifs de cette constitution qui devaient amener à un changement constitutionnel ne sont pas non plus respectés. Donc nous sommes en présence tout simplement d'un coup d'État constitutionnel sur toute la ligne. Et ce qui est encore l'incongruité de ça, eh bien, cette constitution prévoit que le président, le nouveau président, soit élu sans débat. N'est-ce pas? Sans débat par une assemblée, un congrès de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il se fait que un tiers du Sénat est nommé par le chef d'État actuel. Donc, on est dans un cas où il nomme un tiers du Sénat qui doivent le nommer encore comme président.
Vous voyez toutes ces incongruités. On se demande ceux qui font ça, est-ce ils réfléchissent? Ils réfléchissent pour proposer, c'est la honte, n'est-ce pas? Parce que c'est des choses que vous ne pouvez même pas en parler, parce qu'on se demande, mais les gens dans ce pays-là, est-ce qu'ils ont un cerveau avant d'agir de la sorte? Parce que même si vous volez, il faut savoir voler. Vous ne pouvez pas voler en flagrant délit, tripatuer les tests comme ça, sans aucune cohérence sur le plan intellectuel, sur le plan de la logique. Vous voyez, voir qu'il y a des professeurs qui viennent défendre ça quand même, ça choque la conscience humaine. Et enfin, le texte prévoit que le président de comment ils appellent ça, le président le premier ministre dont ils ont changé le nom pour dire c'est le président de je ne sais quoi, et ce président, lui, il n'est pas élu. Alors que tous les régimes parlementaires, ben, le premier ministre, celui qui est le gouverneur, il est d'abord élu dans une circonscription. C'est-à-dire que les populations lui donnent un droit, lui donnent un mandat. Dans le cas d'espèce, il faut qu'il se proclame président d'un parti et automatiquement, il peut gouverner le Togo et avoir tous les pouvoirs concentrés dans ses mains. Mais c'est de la grosse blague. C'est de la grosse blague. On ne peut jamais accepter ça, ni aujourd'hui, ni demain. Fogna Singbe pense qu'il est en train de braquer le peuple togolais, de braquer la constitution, de jouer avec les emblèmes du Togo. Il se trompe parce que les Togolais ne l'accepteront jamais. Jamais, j'ai dit. Jamais. Et qu'ils se prennent pour dire, c'est des crimes imprescriptibles qui sont prévus par l'article 150 de la Constitution, qui estime que tous ceux qui vont pouvoir jouer avec ça doivent répondre, n'est-ce pas, des peines qui sont prévues à cet effet. Donc, tous ceux qui sont impliqués là dans la Constitution d'aujourd'hui, dans le tripatouage, qu'ils sachent que tout ce qu'ils font sont documentés et qu'ils paieront un jour à l'autre d'avoir fait un crime imprescriptible contre le Togo, contre les Togolais, contre l'État du Togo, et ils ne pourront jamais s'en tirer puisque c'est des crimes imprescriptibles. Enfin, je lance un appel aux forces de l'ordre. L'article 147 de la Constitution est clair, que les forces armées togolaises sont une armée nationale, républicaine et apolitique. Ils sont entièrement soumis aux autorités constitutionnelles. Il se fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autorité constitutionnelle. Et donc, ils ne peuvent pas se soumettre à ces autorités-là. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Et l'article 150 appelle tous les Togolais à désobéir, à s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime et c'est le droit le plus sacré, c'est le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Donc la responsabilité est là pour chacun de nous de prendre sa responsabilité pour mettre fin à ce coup d'État constitutionnel, à ce tripatouage qui est ce régime qu'on appelle parlementaire, alors que ça n'a rien à voir avec les régimes parlementaires de par le monde. Quand vous les étudiez, vous voyez qu'il n'y a même pas un rapport avec les régimes parlementaires normaux que le monde nous présente, que ce soit au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique ou au Luxembourg, partout où vous passez, vous ne verrez pas ça. Donc c'est quelque chose que Fogna Singbe a inventé pour sa propre gouvernance, sa propre gloriole, avec des gens qui l'entourent, les femmes qui l'entourent, et ils pensent en train de jouer avec l'emblème du peuple togolais. Il a trompé le Togo, mais avant lui, le Togo va rester après lui, qui le note dans son agenda. Merci, M. Tchirelolo Somnia-Massadir Foumelate. Vous êtes analyste politique, économiste, coordinateur du groupe du mouvement pour un Togo nouveau de Pyramide ainsi que de la diaspora togolaise. Alors, docteur Albert Katé, on dit souvent que chacun a le droit de soutenir son parti. S'il faut mettre ça de côté, que doit-on faire pour développer le Togo, diminuer la souffrance des Togolais? En termes de conclusion, votre réponse? Oui. S'il faut mettre de côté son parti et trouver quoi faire pour améliorer la vie de la population, mais on ne peut pas chercher loin. Le peuple ne cherche qu'une seule chose, que ses fils puisse lui offrir
un lendemain meilleur, pas certains de ses fils et ses filles, tout entier, tout le monde sans exception, pas certains. Et c'est là où nous n'arrivons pas à avancer. Nous sommes dans le contexte, moi, sans toi, où tu dégages, moi c'est moi qui dois le faire. Non, c'est pas, le peuple ne cherche pas à rejeter un de ses fils ou une de ses filles. Il attend que tous ses fils et toutes ses filles-là lui réussissent cela. Et donc, lorsqu'il y a élection, et nous tombons dans la contestation, nous comprenons que la contestation décourage les investisseurs. Et des investisseurs qui doivent créer de l'emploi, qui doivent venir investir pour engager nos frères et sœurs qui chôment dans les entreprises et se faire un petit sou pour survivre. Donc, si nous décourageons ces gens-là avec des contestations des élections, eh bien oui, ce peuple-là, nos frères et sœurs tombent encore dans la misère, restent dans la misère. Donc, le problème politique perpétue la misère. Et nous le savons tous. Donc, paupériser cette population sciemment, en présentant cela comme si c'est l'autre qui est le problème, on n'arrive jamais à solutionner ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire bas la terre et que ensemble nous puissions débattre du problème, voir les solutions qui peuvent nous amener tous à profiter du nord au sud et de l'est à l'ouest. Sans cela là, si c'est moi dans mon village ou bien toi dans ton village, lui dehors, ça là, ce Togo là, je pense que ça prend du temps à être construit, ça ne viendra pas. Donc, je pense que ce qu'on nous explique et ce que les professeurs Edem Kodjo et autres aussi avaient pensé dans cette histoire de régime parlementaire, c'était aussi leur vision de la chose. Peut-être ça donne des représentations qui contribuent plus à atteindre cet objectif de résolution de la population, même dans un contexte de clivage politique difficile. Et ils savent de quoi ils parlent. Je n'ai jamais travaillé dans un régime parlementaire à l'extérieur. Donc, mais quand même, eux qui s'y connaissent, ils ont espoir que peut-être c'est la formule. Parce que nous n'arrivons pas à nous parler, et nous avons choisi de ne pas nous parler, donc ça peut nous faire parler par force. Ça peut agir sur la vie du peuple si le choix est que nous ne voulons pas nous parler. Tu vois? Donc, si c'est ce qu'ils croient, bon, ceux qui veulent essayer, mais quand l'essayer, on va voir. Parce qu'au moins, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que nous avons refusé de nous parler et de régler les problèmes ensemble. Est-ce qu'il y a une autre méthode? Chacun a sa solution. Bon vent à ceux qui veulent essayer autre chose. Mais moi, je serais contre. Si il y a une autre méthode sur la table, et la méthode actuelle, qui est la démocratie, c'est la délibération, ce qui demande que toutes les parties du multipartisme et de des couches sociales de nos sociétés participent à la délibération. Mais nous n'arrivons pas à réussir cela. Aujourd'hui, le contexte est que si je vais aux élections, un parti va aux élections, il a 1%, il reste là-bas pour être député. Mais pour la gestion de l'État et les autres institutions, ils trouvent des arguments pour dire que non, ils ont gagné, c'est à eux de gouverner. Ce n'était pas ça qu'on nous avait expliqué en 1994, que c'est ça la démocratie. Sans quoi on n'aurait pas vu, après la victoire de Edem Kodjo et Agboibo, le CAR et l'UTD, on n'aurait pas vu un premier ministre de l'opposition qui était Edem Kodjo, sorti de cette coalition. On n'aurait pas vu un pourcentage d'opposants dans ce gouvernement proportionnellement qui reflétait le nombre de sièges qu'ils avaient. Ils ont pris leurs responsabilités dans toutes les institutions par proportion et par respect à ces valeurs démocratiques. Aujourd'hui, la démocratie, c'est autre chose. Bon, je vais à l'Assemblée, mais je ne suis pas intéressé par les autres institutions. Je ne suis pas dans tel, mais je suis ici. Mais c'est quelle démocratie nous conduit? C'est ça l'original? L'original pour lequel les gens sont morts? Non, c'est faux. Tout le monde fuit la réalité et la vérité.
Nous construisons autre chose et nous faisons semblant. Nous courons à des élections et des élections, nous revenons avec des contestations comme si nous sommes en train de construire une bonne démocratie pour les Togolais. C'est faux ce que nous faisons. Ce n'est pas ce qui était promis au peuple en 94. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Puisque ce n'était pas ça. Vous voyez. Donc, je pense que pour le projet de régime parlementaire, il y a plus de peur que de mal. Mais l'histoire donnera raison et il faut donner le bénéfice du doute à ceux qui sont en train d'essayer pour voir ce que ça a donné. Si nous ne voulons pas cela, alors mettons sur la table une autre approche qui aura la satisfaction du peuple togolais. Donc, le professeur Gogué sera chef de file de l'opposition. On lui souhaite bonne chance. C'est un monsieur pragmatique, très respecté et très diplomatique, et qu'il puisse aussi mettre sa marque dans la construction de cette démocratie, et il faut l'accompagner. Nous avions raté des occasions similaires. Je me rappelle lorsque une assemblée a été installée avec l'ANC et ADI et d'autres qui ont eu des groupes parlementaires, et unir tout ça. Le premier bureau provisoire qui était installé avait vu l'honorable respecté Maître Georges Lawson de l'ANC, qui était le doyen de ce bureau provisoire. Il a fait un discours, il était ovationné. Et beaucoup, même des gens d'UNIR avaient applaudi pour lui. Beaucoup avaient vu en cet homme, mais un homme de milieu, de consensus, un homme très technocrate qui pouvait apporter quelque chose. Mais après, pour des problèmes politiques, on ne sait pas quoi, il a été mis derrière le micro, on n'entend plus parler de lui. Mais on a encore parlé de lui lorsqu'il a eu un contentieux électoral, et il semblerait qu'on lui a fait une proposition de poste de Premier ministre, et des menaces sont sorties. On a vu un mât charismatique au cadre de son parti qui s'est exprimé sur les médias pour sonner qu'il ne peut pas accepter un deal tel derrière eux, ce qui a un peu humilié cette personne de valeur. Mais pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que le Togo a des têtes, et que ce soit dans l'opposition comme dans le pouvoir. Mais il y a des moments où le rôle que les gens doivent jouer peut contribuer à un lendemain meilleur. Mais nous choisissons de rejeter ces gens-là et de laisser cette petite responsabilité qui peut faire la différence, et nous perpétuons plutôt dans les difficultés pour nous prendre plus tard. Aujourd'hui, peut-être George Lawson aurait été ce premier ministre qui aurait organisé d'autres élections, qui aurait fait la satisfaction des opposants eux-mêmes. Mais ils ont préféré le sonner pour qu'ils ne soient pas là-bas, mais que leurs adversaires soient plutôt là et leur faire les élections. Et après, ils reviennent encore pour se plaindre pourquoi l'adversaire a fait l'élection et qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc, je pense que professeur Gogué aussi, il doit avancer. Ceux qui sont députés, les 5 qui sont élus, ils doivent avancer, saisir toutes les occasions pour jouer leur rôle, pour que le pays avance. Accompagner le chef de l'État, accompagner les opposants, accompagner la société civile, tout le monde, la diaspora. Et merci. Je pense que nous devons parler et aller à un Togo meilleur dans les jours à venir. Merci à vous aussi. Merci à M. Tché et merci à tous les intervenants, Philippe, Amédonier, tout le monde. Merci Moïse et encore plaisir de vous voir. Moïse, si tu t'avais un peu réparti, je partage ce point de vue de Dr. Kate, de soutenir le professeur Gogué, assumer son rôle de leader. On le connaît compétent, un professeur d'université et tout son engagement. Mais au-delà de ça, que toute la stratégie ne se limite pas justement à cela, il faudrait que le peuple togolais soit vent debout, aille vers la rupture que pour une pyramide. Et il faudrait que chacun soit la diaspora togolaise, chacun de nous, notre pays est menacé, et donc il faut se mobiliser, et il faut être vent debout pour arracher à Faure-Gnassingbé, n'est-ce pas, à l'alternance démocratique au Togo. Et nous appelons les militaires à soutenir ce mouvement de résistance, parce que c'est pas la résistance qu'on peut changer les choses au Togo. Il faut absolument que chacun de nous y mette son grain de sable là-dessus pour que nous changions la gouvernance au Togo. Et c'est la mobilisation générale, c'est la résistance,
c'est la révolution, c'est la rupture, c'est la pensée rebelle et qui va nous faire asseoir ce Togo nouveau que nous appelons à travers notre mouvement, le mouvement pour un Togo nouveau, ce Togo libre, démocratique, prospère, solidaire, où tous les Togolais se donneront la main, mais ça passe par le changement du régime au Togo. Merci à vous, merci Dr Kate Albert, leader d'opinion. Merci à vous aussi, Monsieur Tchihelolo Somnia Massadi Refmelate, d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour encore un long débat sur Afro Web TV. Ça a toujours été donc de l'honneur pour nous d'être au service de la diaspora. Nombreux sont ces journalistes qui ne veulent plus travailler à cause donc des péripéties que nous vivons sur le terrain. Mais nous espérons que l'espoir est toujours en l'air, l'espoir est toujours devant. Merci.